Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. En direct sur Radio Imo. Et bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'Imo. On est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. Nous sommes le 22 décembre. Ça y est, c'est les fêtes de Noël. Mais avant, quand même, on se devait de recevoir notre dernier invité avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice, comment allez-vous ? Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Ça va très bien. On continue dans le Mac de l'Imo après cette première 3/4 d'heure consacrée à l'actu. Et vous avez vu, je me suis maquillée. C'est mieux oui, pour les téléspectateurs. On verra le avant-après d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Bon, notre invité aujourd'hui est Laurent Permas. Bonjour. Bonjour Bérénice. Alors vous êtes président du directoire de Sofiap. On va discuter de Sofiap, on va discuter de votre parcours et je rappelle que vous êtes aux commandes également de la programmation musicale et justement, nous avons écouté votre premier choix, Beethoven. Pourquoi ce choix ? 7e symphonie, deuxième mouvement, je précise. Absolument, la 7e symphonie, deuxième mouvement, parce que c'est tout simplement un hymne à la vie. C'est-à-dire que vous avez tout dedans, la répétition, la douceur, les cuivres qui arrivent, et donc c'est la vie, le temps, et à la fois la légèreté et la gravité. Il y a une opposition qui est magnifique entre les violons, les cuivres, qui rappellent en fait qu'on a un poids de responsabilité, et que la vie, c'est le temps. Et donc, vous écoutez souvent de la musique classique, Beethoven en particulier ? Alors, j'adore ce morceau, mais j'adore tout type de musique, en fait. Je suis très éclectique là-dessus. Donc, Oui, d'ailleurs, le deuxième choix et le second choix est totalement différent. On écoutera tout à l'heure. Alors, on va peut-être commencer, on va parler de votre parcours. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous présenter Sofiap ? Oui, alors Sofiap, c'est une filiale de la Banque Postale et de la SNCF qui a un objet très clair, très simple, qui est de pouvoir accompagner les entreprises dans notamment leur politique RSE et favoriser l'accès à la propriété des salariés. Alors les entreprises prennent en charge tout au parti des intérêts des prêts immobiliers des collaborateurs, c'est dans les mêmes avantages que l'on peut trouver sur le titre restaurant, sur le CESU, sur la mutuelle, sur l'épargne salariale, l'épargne retraite. Et donc ce dispositif existe depuis plus de 20 ans, mais de façon silencieuse. On a aidé, en tout cas les entreprises ont subventionné des prêts immobiliers de plus de 38 000 salariés. Donc on voit que cette marche silencieuse, elle s'ouvre aujourd'hui notamment au secteur privé, et dans une période très compliquée qui est une crise du logement et de l'emploi. Sofiap, c'est un acronyme, ça veut dire quoi ? Non, c'est une société financière pour l'accession à la propriété. Donc l'origine, c'est la SNCF. Donc on n'est pas une banque, on est un établissement financier, on ne fait que du prêt, il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas d'ouverture de compte, il n'y a pas de contrepartie. Lorsque vous passez par un courtier, vous avez une contrepartie qui vous dit, bon voilà, il faut ouvrir un compte et domicilier les salaires. Puis il y a une commission aussi. Absolument. Donc là, ce dispositif, en fait, il est vraiment en lien avec l'entreprise, avec qui on travaille pour justement mettre en place ce dispositif d'accession à la propriété des collaborateurs. Elle y retrouve un avantage fort qui est l'attractivité, la différenciation. Et puis pour les salariés, c'est une façon aussi de se rapprocher de leur lieu de travail. De financer quelques mètres carrés en plus et en même temps de préparer leur retraite, c'est de l'épargne. Combien de salariés ont accès finalement à vos services ? Alors là aujourd'hui 38 000 salariés 38 000, donc ont des prêts. Alors on a commencé avec la SNCF, avec l'EDF, les IEG, donc secteur public, d'autres structures publiques et puis aujourd'hui on l'a ouvert à d'autres entreprises du secteur privé, des PME, mais des grandes entreprises du CAC 40 aussi, qui petit à petit rejoignent en fait ce mouvement de pouvoir justement offrir un avantage très concret et qui est lié à, lorsqu'on parle de la pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires, bien sûr. Un toit, et de quoi se nourrir, et puis le lien social. Quels sont les profils justement des personnes qui font appel à vous ? C'est des cadres, c'est des employés, c'est des... Alors tous les profils, on a tous les profils, puisque chaque entreprise a la possibilité en fait à sa main de pouvoir définir une règle de subvention, de prise en charge des intérêts. Vous avez des PME qui prennent en charge 100% des intérêts sur un ticket de 50 000 €. D'accord. Et ça peut monter jusqu'à combien d'ailleurs les tickets ? Alors là, on a des entreprises qui prennent la moitié du taux d'intérêt sur un droit de tirage, un ticket de 150 000 €. C'est-à-dire que je fais un prêt de 100 000,
mon entreprise, sur les 150 000 euros, va prendre en charge la moitié des intérêts du prêt immobilier. Donc vous D'accord. avez des impacts très très forts, Ça, c'est c'est variable. important, Vous avez des entreprises qui définissent des critères, Oui. il faut au moins un an. C'est du CDI. D'ancienneté, hein. Absolument, c'est du CDI. Ce qui se comprend, ce qui est logique. Oui, bien sûr, il faut que l'entreprise s'y retrouve. bien Parce sûr. que, si vous voulez, c'est pas un ticket gratuit. Il y a un vrai Il y a un lien coût, oui. très impactant qui se fait entre l'entreprise et le collaborateur. Même si vous avez chaque année, bien évidemment, tous les salariés n'achètent pas. Donc vous avez entre 1 et 2% de salariés chaque année. C'est ce qu'on voit dans notre histoire. Vous avez entre 1 et 2% de salariés qui viennent chercher le prêt subventionné de leur entreprise. Alors ça va peut-être un peu augmenter en 2023-2024. On voit pas trop de variations. On voit pas trop de variations parce qu'il y a eu un vrai stop sur l'accession à la propriété, à la fois la difficulté de trouver des biens à des prix raisonnables. Oui, parce qu'on a vu que ça n'avait pas tellement baissé sur cette année 2023. Ça baisse en volume, mais pour l'instant, les prix restent accrochés. Et ça continue d'ailleurs à augmenter sur le littoral. Hein. Ouais, absolument. Et puis il y a des zones très tendues aujourd'hui qui sont des zones touristiques. La Bretagne, on en parlait tout à l'heure. La Bretagne est un cas où en fait on a de vraies difficultés pour des salariés de trouver un logement. Entre les Airbnb, les locations, les résidences secondaires. Et ça devient un problème d'ailleurs pour les chefs d'entreprise qui n'arrivent plus à recruter à cause de ça. Il y a d'ailleurs en Bretagne, dans le Morbihan, un chef d'entreprise qui a décidé de construire des maisons à côté de son usine qu'il va construire parce qu'il n'arrive pas à recruter les talents. Et la première chose qu'on lui dit, c'est qu'il n'y a pas de logement à côté, quoi. Vous avez une étude de la CPME qui est sortie. C'est un salarié sur 4 qui renonce à un emploi parce que justement il ne trouve pas de logement. Un salarié sur 4. Un salarié sur 4. 45% des 25-35 ans qui ont refusé un emploi faute de logement. C'est des chiffres assez... Le marché du travail est impacté en tout cas. Et on voit de toute façon, si vous voulez, lorsque vous regardez les salaires et le prix d'un logement, il y a une décorrélation totale. Et je pense qu'il y a une erreur, en tout cas... les ménages, les Français ont peut-être considéré qu'on pouvait faire une plus-value avec une résidence principale. Mais la démarche d'acheter une résidence principale, c'est une démarche patrimoniale. C'est pas une démarche de valorisation et d'investissement, un peu comme on peut le faire en bourse. Mais c'est pas de la spéculation, c'est de la capitalisation. Exactement. C'est une démarche de patrimoniale qui est justement de pouvoir préparer sa retraite. On sait très bien qu'on est dans une société de longue vie aujourd'hui, ce qui n'a rien à voir avec les 50 dernières années. On vit 30 ans en moyenne à partir de 60 ans. Il y a 50 ans, on était plutôt autour de 68 ans. Donc vous voyez, il y a une grande différence, et ce qui fait qu'il faut avoir des dispositifs. Si vous n'êtes pas propriétaire, ça va être assez compliqué, surtout si vous n'avez pas d'épargne suffisante pour ensuite compléter votre pension. Donc le sujet est là, et aujourd'hui il y a une décorrélation, donc il y a une sidération à la fois des acteurs économiques, politiques, et en même temps des ménages qui ne s'y retrouvent pas en disant mais mon salaire ne correspond absolument pas à la valeur. Pourtant, c'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Enfin, les gens sont pas aveugles. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être le fait que l'immobilier soit pas dans les chiffres de l'inflation. C'est peut-être un problème. Bon, ça s'explique, etc. Justement avec cette valeur patrimoniale. Mais c'est vrai que tout le monde, on le voit bien. On le voit bien, j'ai envie de dire. Est-ce que pour vous justement, dans vos études, vous encouragez aussi les salariés justement à faire ces démarches, à préparer leur retraite, à avoir ces notions? En fait, c'est les politiques d'entreprise. Moi, je crois beaucoup à l'entreprise. Il faut la remettre au cœur des dispositifs. Si vous voulez, les politiques de logement, elles sont essentiellement décidées, travaillées entre des acteurs institutionnels, les pouvoirs publics, les promoteurs, et tous les acteurs aussi qui sont liés au développement du logement social et aux politiques aussi, notamment de déploiement des logements dans des zones, notamment de bassin d'emploi. Oui. Mais l'entreprise, aujourd'hui, au-delà du 1% logement, a assez peu de leviers, et c'est vrai que c'était un peu éloigné jusqu'à présent de définir une politique logement, ou en tout cas une politique liée au logement pour les collaborateurs, et sans revenir dans des temps très lointains où l'entreprise était très patriarcale, avec le chef d'entreprise qui construisait des logements autour de son usine,
qui a aussi été très pertinente, puisqu'il y avait des flux migratoires très forts, avec une demande de main-d'œuvre très très forte, et il fallait loger l'ensemble de ces différents on va peut-être y publics. revenir, hein, le phalanstère, le fourrier, voilà, où on logeait effectivement ses habitants sur l'usine ou sur Et il la ne faut zone pas de oublier production. que couplé à l'augmentation au prix qui reste haut, il y a aussi l'augmentation de l'énergie, et notamment de l'essence, qui coûte cher aux employés. Et puis avoir une voiture aussi, ça coûte cher. Oui. Et ça rentre en compte aussi dans le trajet logement-travail. Ça rentre en compte et c'est problématique pour beaucoup de salariés. Alors, Laurent, on va revenir peut-être sur votre parcours avant la Sofiap, parce que vous avez un parcours assez incroyable, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes très touché, alors on va parler de votre livre tout à l'heure, mais c'est vrai que vous êtes très touché par le fait de vieillir chez soi, par le fait de vieillir tout court, peut-être parce que vous avez eu un job d'été dans un service de gériatrie. C'était quand ça alors ? Il y a très longtemps, alors il y a très très longtemps, vous voyez, j'avais 17 ans, Oui. C'était un premier job, je voulais être médecin urgentiste, j'ai une passion, c'est le SAMU. D'accord. Qui est d'ailleurs un service extraordinaire et qui est typiquement français, c'est-à-dire de pouvoir maintenir et stabiliser un patient sur place, ce qui est une grande différence avec d'autres pays en fait qui font l'inverse. Et donc j'avais une passion sur ce travail, sur la notion d'urgence. Et en fait, j'ai fait un job d'été. Mes parents voulaient vérifier aussi que j'étais pas averse au sang ou autre pour justement être brancardier dans un service d'urgence. Et je me suis retrouvé. Le hasard, parfois, vous voyez, fait bien les choses. Je me suis retrouvé dans un service de gériatrie d'un hôpital public parisien. Ouais, ça va moins vite que le SAMU, quand même. Ah, ça n'a rien à voir. Et donc là, je me suis retrouvé confronté, assez jeune, en fait, puisqu'il y a très peu de personnel, vous avez très peu de soins, et c'était à l'époque des services où il y avait aussi les soins palliatifs, entre guillemets. Donc vous aviez aussi des patients plus jeunes, atteints de maladies longues, avec des personnes âgées qui attendaient juste le dernier souffle. Et donc je me suis retrouvé la nuit, il y a peu de soins, et donc à échanger avec des femmes et des hommes qui étaient là depuis parfois très longtemps, et puis à tout simplement les accompagner jusqu'au dernier souffle. Donc expérience extraordinaire. Forcément, lorsque vous êtes jeune, ça impacte. Oui. Donc vous avez parce que vous posez des questions, vous avez des échanges qui sont étonnants. Je me rappelle d'un échange avec une femme que j'ai accompagnée la nuit. Alors la nuit est très silencieuse, c'est assez particulier aussi, et je lui posais cette question. Je m'étonne d'ailleurs de l'avoir posée à cet âge-là. Est-ce que vous avez un regret ? Et donc elle m'a dit, oui, je l'ai toujours en tête, oui, j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir eu la prise de conscience de la beauté d'un moment et d'essayer de l'étendre. C'est la notion du présent, en fait, de profiter du présent. Et donc, j'ai eu des échanges et des passages, si vous voulez, de mots, d'éléments forts, finalement. Exactement, en accompagnant des personnes, alors sans être absolument pas préparé. Bien sûr. Oui, vous aviez 17 ans, encore une fois. Voilà, et je l'ai refait. Alors, j'ai pas fait de la médecine, vous voyez, donc la preuve. J'ai pas fait, mais je l'ai refait pendant 4 ans. Ah oui, donc chaque été, vous alliez dans cet j'ai trouvé hôpital. qu'il y avait un lien fort, et j'ai trouvé qu'il y avait une absurdité de laisser en fait des personnes âgées, parce qu'elles sont âgées, dans des chambres sans rien faire, et sans que eux-mêmes soient aussi le passage de témoin. Vous voyez, la preuve, cette femme m'a passé un témoin. Elle m'a dit un truc qui est aujourd'hui encore systématiquement dans ma tête, c'est le présent. Ouais. Vivre le présent, en fait. Et ça vous a impacté, ça a Absolument, changé votre manière de... Petit à de petit, oui. vivre, Alors en après, fait. j'ai voulu être prof de philo, parce que forcément, ça vous fait réfléchir. ça vous fait réfléchir, et donc ça vous rapproche de la philosophie, des sciences humaines, et de la réflexion que peuvent avoir les grands philosophes sur ces sujets, de la vie, de la mort, pourquoi on est là, etc. Vous voyez, donc je suis parti un peu loin, et là je me suis dit, je fais du grec, du latin, et je me suis dit, bon, c'est pas possible, vu les profs dans les classes, c'est terrible, ils ont un courage fou. Ça vous a pas donné envie. Vous avez dit, c'est Voilà, pas pour moi. C'était trop éloigné de mon premier souhait, qui était la médecine d'urgence, travail d'équipe, vous voyez, on part tous en camionnette et puis on y va. Donc, Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait, du coup, au final, comme étude ? en fait, je suis rentré, alors je me suis un peu cherché, parce que ça m'a quand même un peu bousculé.
Et je me suis dit, je vais être avocat, je vais faire du expert comptable. Et en fait, j'ai fait une école de commerce basique, du marketing. Et je me suis assez vite intéressé en fait à tout ce qui était sujet de société, notamment toutes les études sensibles, les études politiques. Et donc j'ai créé une structure à un moment donné pour faire des études sensibles pour des supports comme la Gazette des communes, mais aussi pour les pouvoirs publics. Donc j'ai fait des études sur des problématiques de maladies comme le sida, sur un sujet qui est encore d'actualité, qui est la police municipale, donc en questionnant les maires pour préparer une loi. Et ensuite, en fait, j'ai travaillé sur tout autre marché. J'ai fait du prêt immobilier, du courtage. D'accord. Par connexion, parce que j'avais à côté de mon entreprise, j'avais des acteurs qui travaillaient dessus. Et en fait, je me suis rapproché des comités d'entreprise, puisque j'avais fait des études auprès des comités d'entreprise sur tout ce qui était lié aux gardes d'enfants malades. Il y avait une problématique sur l'absentéisme, les gardes d'enfants malades et comment l'entreprise pouvait en fait proposer des dispositifs. Et en fait, j'ai travaillé donc du courtage en prêt immobilier, j'ai fait des animations. Ce que l'on fait à la Sofiap aujourd'hui, c'est assez drôle. J'ai eu des très bons clients, Air France, Oracle, etc. Et donc, j'étais présent pour proposer l'accession à la propriété. À l'époque, les taux étaient très très hauts, étaient à 2 chiffres. Hein. On était à 15-16%. Alors, c'est vrai que il y en a qui l'ont pas connu, mais... Lorsqu'on l'a connu, si vous voulez, là, ce que l'on vit, 4,5, oui. Bon... C'est surtout le sujet du prix et du taux d'endettement. Hein, oui, parce qu'à l'époque, des taux à 2 chiffres, c'était pas les mêmes prix. C'était pas les mêmes prix et ça fonctionnait très très bien. Et en étant en lien avec ces comités d'entreprise, ils m'ont posé cette question de... on serait quand même intéressé sur des services, notamment pour la garde d'enfants. On a des systèmes d'assurance, mais ça fonctionne pas. Et en fait, à l'époque, il y avait un chéquier, vous savez, pour simplifier les procédures, pour embaucher en fait des personnes, qui était le chèque emploi-service. Et j'ai utilisé en fait ce socle pour créer le titre emploi-service. D'accord. Donc le CESU aujourd'hui est financé en partie par l'employeur, vous voyez, ou le comité d'entreprise. Donc le CESU, c'est vous. Le titre emploi-service sur la partie absolument. Ouais, donc alors c'est assez drôle parce que j'ai édité. Bon là il y a prescription, mais j'ai édité des titres avec une valeur faciale chez Copytop. Et donc j'avais des clients qui étaient prestigieux. Il faut commencer comme ça. Alors aujourd'hui ça serait absolument impossible parce qu'il y a une réglementation qui est tellement forte que voilà. Mais là l'entrepreneuriat prenait le dessus et donc j'ai eu des grands clients et ça... Parce que vous imprimiez de la monnaie quand même. Oui, absolument. Sans la loi. Et donc en fait, j'ai ensuite eu la chance d'avoir un département test, c'était le département de la Vienne, posé par le ministre du Travail, pour pouvoir faire une expérimentation. Donc là, c'était légal. Et ensuite... donc ça a marché, cette expérimentation. Et ensuite, voilà, il y a d'autres acteurs qui sont rentrés, notamment les émetteurs de titres restaurants. Mais c'était une période extraordinaire et j'ai vendu mon entreprise et mes clients. En fait, je suis rentré dans la banque à ce moment-là, 95, banque coopérative, qui était les banques populaires, en vendant ma structure avec mes clients sur le titre emploi-service. Et ça a été la première banque à commercialiser, en fait, auprès des entreprises et des comités d'entreprise, le CESU. C'était la seule banque à l'époque. Ah, c'est dingue. Voilà. Et qui le fait toujours. Hein, qui le fait toujours, oui, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est un grand succès. Hein, oui, alors, ça fonctionne bien, c'est très utile. Le seul sujet, j'avais été confronté à cette problématique à l'époque, puisque j'ai créé avec l'AFNOR une norme de qualité pour les structurer l'offre. Ce qu'il fallait aussi structurer l'offre. Avec les structures associatives à l'époque, les associations de services à la personne, c'était essentiellement des associations d'insertion. Et donc, utiliser l'insertion sur des sujets sensibles pour lesquels il y avait déjà d'énormes freins de faire entrer quelqu'un à son domicile, c'est un vrai problème. Ouais. Pour ouvrir, vous voyez, pour donner envie et structurer l'offre et la demande. Et donc, on a créé des labels qui sont encore aujourd'hui existants, qui étaient des labels d'agrément, qui étaient différents entre je fais du jardinage et je fais du soutien scolaire ou je garde des enfants. Et donc, les agréments n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, ça existe. Donc, j'ai aussi travaillé sur ces sujets passionnants. Et aujourd'hui, on voit que l'offre, c'est pas réellement développé
ça crée quand même plus de 450 000 emplois, c'est pas neutre, hein. Mais si vous voulez, on considère que c'est encore des emplois précaires. Ça me rappelle, lorsque je faisais le job d'été, j'étais auxiliaire, je faisais le ménage et les toilettes intimes, hein. Donc j'avais pas, il n'était pas nécessaire de faire des diplômes, et pourtant il y a une sensibilité extrêmement forte entre le patient et vous. Donc ça demande des qualifications spécifiques. Bien sûr, ça demande. Là, c'est un peu la même chose, si vous voulez, sur les aussi. services à la personne. Oui. Il faut que ça soit un diplôme beaucoup plus reconnu. Et ça ne doit pas être un diplôme de la dernière chance, ou en tout cas un job de la dernière chance, vous voyez, en disant tu t'as raté tout, tu vas faire des services à la personne. Ça, c'est inadmissible. Et c'est ce qu'il faut travailler en fait en France. C'est une valorisation de ces jobs, c'est un travail extrêmement sensible. Avec des qualifications plus humaines en fait. Avec des qualifications. Le fait qu'ils soient assermentés, parce que vous pouvez observer des éléments comme malnutrition ou encore papa, maman qui a des problèmes où ils se font plus ou moins violenter, ça existe. Donc il faut, ce personnel, si vous voulez, lorsqu'il rentre au domicile d'un ménage, d'un foyer, il voit des choses. Et il faut qu'il soit assermenté. Assermenté, ça évite aussi les conflits de « je te donne mon héritage », etc., ou les vols. Et donc ça veut dire que c'est une vraie profession qualifiée, et avec un salaire aussi cohérent, avec ce travail qui est très complexe. Et j'ajoute, pour avoir été utilisateur il y a quelques années, notamment pour la garde d'enfants, que quand vous dites 450 000 emplois, en fait, ces emplois, ils existaient, mais ça a le mérite de les structurer, de leur donner une vérité, alors que souvent, c'est vrai que c'est du blague, c'est de la main à la main. Là, ça insère, effectivement, ça permet l'insertion de gens, tout à coup, qui sont reconnus. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on est à nouveau dans on est dans une société de longue vie, et on est dans une société qui vieillit. Vous avez 30% de Français qui ont plus de 60 ans. Et on voit bien que cette société, la société française, refuse en fait le vieillissement, et on le voit aussi dans le marketing. Il y a un jeunisme en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc ce refus fait c'est la société occidentale de manière plus générale aussi. Hein. Ouais. Et ce refus fait que vous avez énormément d'impact, notamment sur votre logement. Parce que ce point-là j'accède à un logement et je choisis aussi de rester, en tout cas chez moi, impacte énormément de préparation et énormément de questionnement sur comment je vais me financer. Et comment je vais aussi éviter peut-être de faire appel à mes enfants financièrement. Parce que lorsqu'on parle aussi de société en plein vieillissement, eh bien forcément, vous avez les scandales des EHPAD, vous avez des EHPAD qui sont très bien, hein, vous avez des résidences médicalisées qui sont très très bien, et tout ce sujet fait que ça coûte 2500, 3000 euros c'est très, très par cher. mois. Ouais. Qui peut se payer cela ? Donc vous avez personne. Aussi, voilà. J'ai une question, est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce changement de génération, de paradigme, comme vous voulez. On a parlé ce matin de MaPrimeAdapt, par exemple. Il y a quand même des choses qui sont faites. On a l'impression que ça y est, le problème de la dépendance, le problème du vieillissement, le problème de l'adaptation des logements, parce qu'on sait très bien que plus on reste dans son logement et plus on va vivre bien et mieux, même s'il faut l'adapter, parce que des fois ça devient trop grand, il y a un étage ou deux, ça ne sert plus à rien. Vous avez le sentiment que le gouvernement prend la mesure des choses ou qu'il faudrait faire davantage ? Je pense que on ne peut pas demander tout au gouvernement. Ça, c'est le vrai sujet des Français. C'est à chaque fois qu'il y a un problème, ils sortent dans la rue, ils disent c'est inadmissible, il nous faut de l'argent, il nous faut des mesures. On a trop de lois. On a beaucoup trop de lois. On a même des lois sans décret, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquent pas. Je pense qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, on a des dispositifs en France qui sont extraordinaires, qui sont uniques. Système social, système de retraite, accompagnement, vous parlez de PrimeAdapt, accompagnement en fait des politiques. Mais il faut à un moment donné, si vous voulez que les Français puissent préparer, anticiper, et puis qu'il y ait un rôle, moi je reviens sur le rôle de l'entreprise. D'accord. Parce que, juste par parenthèse, on est quand même 11 millions d'aidants en France, que ce soit son ascendant, ses descendants, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup, donc on prend ce sujet, alors peut-être on voudrait qu'on fasse plus, c'est vrai qu'on aime bien mutualiser tous les coûts, mais ça commence à coûter un peu cher. Excusez-moi, alors l'entreprise, c'est peut-être la solution. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, vous avez 11 millions d'aidants, vous avez, et dont un peu plus de 5 millions, en fait, qui sont salariés. Donc on voit bien que les impacts, on parlait tout à l'heure de l'accession à la propriété, parce que l'entreprise y trouve un intérêt, notamment dans son attractivité, et puis d'accompagner aussi le collaborateur sur ses conditions de travail chez lui, lorsqu'il était télétravail. On l'a complètement oublié, cet aspect-là. Donc Mata Ikea, qui était la prime à l'époque, prime Macron,
ces primes ont disparu. Aujourd'hui, vous retrouvez des gens, alors qui sont, il y en a un qui est dans la pièce sur le lit, l'autre dans la cuisine, et donc on voit que l'entreprise a cette responsabilité aussi de s'intéresser à comment ses collaborateurs travaillent hors du domicile, et donc chez eux. Et ce qui est aussi très intéressant, parce qu'on évite les trajets, etc. Et on peut travailler peut-être différemment. Mais l'entreprise s'y retrouve aussi sur toute sa politique, en fait, qui est liée à la fidélisation. Et l'entreprise va s'y retrouver aussi liée à ses salariés qui sont aidants. Parce qu'un aidant, c'est 230 km pour aller aider. 230 km, en moyenne. En France. D'accord. Et en termes de temps... Par quoi? Par semaine, par mois? À chaque fois qu'il fait un trajet, et en nombre d'heures, c'est 10 heures par semaine. 10 heures par semaine. 10 heures par semaine. Ça, c'est la moyenne nationale, parce que c'est vrai qu'on a cette vue un peu parisienne parfois, mais la France, on prend sa voiture, il y a une France sans voiture, c'est une France qui a un gros problème de mobilité dans beaucoup de territoires. Et donc l'aidant, aujourd'hui, il n'y a plus ce rapprochement familial que vous aviez d'ailleurs dans les maisons. La maison, vous aviez la pièce pour papa-maman. Vous avez encore des pays européens qui sont dans ce dispositif-là, où les familles vivent au même endroit. Ce n'est plus le cas en France. Et donc, cette problématique, l'entreprise doit l'intégrer parce qu'elle va s'y retrouver, à la fois pour pouvoir gérer l'employabilité. Les personnes qui sont aidants ont entre 45 et 55 ans et ce sont essentiellement des femmes. Donc, vous voyez, là, à nouveau, une problématique d'emploi des seniors. Bien sûr. Donc, c'est une double peine pour eux. Et donc, puis l'emploi des femmes aussi. On parle souvent de la parité. Exactement. Donc, on coche un peu toutes ces cases qui sont justement risquées en termes de dérapage. Et donc, l'entreprise, sur sa politique logement, on voit bien 2 axes. Le premier, et on voit, nous, en finance, on a un peu plus de 60% de prêts immobiliers pour des salariés de moins de 35 ans. Donc on voit bien qu'il y a l'entreprise qui met en place ces dispositifs, ça va favoriser les primo-accédants, exactement. Donc c'est le pied à l'étrier. Et en même temps, l'entreprise qui développe des politiques concrètes de financer la pièce de plus ou les travaux d'aménagement en complément de la prime Adapt pour des salariés qui accueillent papa et maman, c'est extrêmement structurant. On parle de RSE, parfois même, il y a des logos réverbales sur ces mots. Là, c'est très concret. On coche le S, socialement, sociétal. Sociétal, responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise. Absolument, c'est des actes très concrets. Et l'entreprise s'y retrouve parce qu'il y a un impact. Et on le voit, nous, sur les mesures, lorsqu'une entreprise met en place un dispositif de prêt subventionné, il y a un impact qui est extraordinaire. Tout le monde est au courant, même si tout le monde n'achète pas. Et sur les aidants, vous avez 2 entreprises qui ont commencé à le développer, sur financer la pièce de plus avec les intérêts, le même système. D'accord. Il y a un impact aussi extraordinaire. Alors, ce qui manque, et là, on a besoin de l'État, c'est le statut d'aidant. Il n'y a pas de cadre aujourd'hui. Vous avez un cadre. D'ailleurs, il y avait des évolutions à ce sujet. Alors, il y a eu un congé proche aidant qui a été avec quelques jours, effectivement. Le statut, ça serait quoi, Laurent Permette ? En fait, vous avez aujourd'hui un statut très clair pour le handicap. Oui. Donc, avec, il faudrait un statut identique pour protéger déjà le collaborateur, en disant, j'ai une problématique avec une pénibilité, et donc ce statut, il y a des critères, on peut avoir des critères sur les GIR, vous savez, c'est la graduation de la mobilité de son proche, donc il y a des choses très concrètes à faire, et puis il faut s'inspirer de ce qui a été fait, notamment pour le statut d'handicap de salarié. Donc ça serait appliqué finalement à l'aidant, au proche aidant, qui lui-même aurait quoi, des avantages, des aménagements, parce que si on parle, je sais pas, primes, etc., on sait très bien que c'est pas là où est la solution. Il y a déjà, les caisses d'État sont vides, on nous le dit assez. Oui, tout à fait. Et puis la contribution nationale, elle est déjà très élevée. Donc à un moment, ça a ses limites. Qu'est-ce que ça serait comme aménagement ? Est-ce que ce serait dans l'entreprise d'aménager encore plus finalement dès qu'on a ce statut ? L'entreprise, on ne peut pas non plus lui demander tout, mais je pense que c'est les compromis. C'est-à-dire qu'une entreprise va s'y retrouver sur ces dispositifs. C'est pas 100% des collaborateurs qui ont un statut d'aidant, et c'est pas 100% non plus des collaborateurs qui achètent la même année, vous voyez, sur l'accession à la propriété. Donc le budget, si vous voulez, est plus faible que de verser une prime à l'ensemble des collaborateurs ou un dispositif d'épargne retraite. Mais le fait de travailler ces sujets et d'accompagner en fait les grands enjeux de société,
vous allez forcément vous y retrouver en termes d'attractivité. Moi, je parle des PME, des ETI. Parce que tout de suite, on a en tête les grandes entreprises. Elles ont une force en termes d'avantages sociaux et ce temps qui est considérable. Mais la France, c'est pas que des grandes entreprises. Les moins de 50 salariés, c'est 8 millions d'emplois. Oui. Vous en avez la même pour les structures de 50 à 250 000 salariés. Donc, on voit bien que ces entreprises, lorsqu'on les rencontre dans nos territoires, ont beaucoup moins la possibilité de mettre en place des dispositifs. Elles ont des activités qui sont passionnantes et ne font pas la différence, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le salarié dit, ah bon, vous n'avez pas les chèques vacances, vous n'avez pas la... Il faut rappeler qu'en France, les entreprises sont quand même sacrément taxées aussi. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans ce débat, non, parce que j'en ai pas tous les éléments. Mais par rapport aux autres pays européens, il faut quand même le rappeler aussi, parce que c'est vrai que on tape souvent, enfin les Français ont l'habitude de taper sur les patrons, mais voilà, faut pas oublier que y a des taxes, on est très imposé en France, les entreprises le sont beaucoup. Ça n'empêche pas l'innovation, surtout lorsqu'on a des dispositifs. Nous, c'est pour ça que je parle de révolution silencieuse. Oui, bien sûr. Nous, on a accompagné un peu moins d'une vingtaine de grands groupes, en fait, notamment dans le secteur public au départ, et c'est 38 000 salariés qui ont accédé à la propriété. Donc, ça veut dire que... On n'avait pas fait de pub là-dessus. On l'a vu, il y a des CE partagés, des comités d'entreprise partagés aujourd'hui, c'est-à-dire même une petite société peut avoir accès, moyennant une petite cotisation, à faire bénéficier de ses salariés un comité d'entreprise, et les avantages, les voyages, etc. Est-ce qu'on pourrait faire pareil, justement, avec l'aide Comment ça structurerait ? Est-ce que ça existe déjà chez vous à la SOFIAP ? Oui, alors. Vous allez le mettre en place ? Oui, on va mettre en place notamment le statut pour l'accompagnement des aidants. C'est intéressant parce que on a fait une enquête et en fait on a 2 personnes qui sont déclarées. On pense qu'il y en a plus. Et ça, c'est tout le sujet. C'est dans les études d'ailleurs, qu'on a remonté les études Opinionway ou autres. En fait, on s'aperçoit que vous avez beaucoup d'aidants qui ne souhaitent pas se déclarer, tout simplement pour éviter d'être marginalisés, d'être stigmatisés, ce qui se comprend, de plus avoir le projet, parce qu'on va dire ah oui mais il est pas bien, on va peut-être prendre quelqu'un d'autre, etc. Donc il y a un vrai risque, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des règles pour pouvoir protéger le collaborateur et l'entreprise à la fois sur. On a bien compris, c'est un sujet qu'on va avoir de toute façon, un actif sur 4 en 2030 va être aidant. Un actif sur 4, c'est énorme. Donc l'entreprise a un vrai rôle d'acteur économique et social. C'est économique et social. C'est pas social seulement, c'est économique et social. Alors Laurent, on approche de la fin de l'émission. J'aimerais revenir quand même sur une de vos expériences, celle de pilote d'avion. Ah, absolument. Vous voyez, c'est la continuité de ce que j'ai pas fait. C'est le SAMU, parce que c'est un travail d'équipe. En fait, moi, enfant, j'adorais les aéroports. Et, donc les ambulances et les aéroports. Voilà, un peu comme qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Alors je voulais pas être pilote de ligne, c'est assez drôle d'ailleurs. Ce que je trouvais intéressant dans les aéroports, c'était les départs et les retrouvailles. Et donc c'est l'émotion qu'on peut avoir dans un aéroport. C'est vrai qu'il y a de l'énergie, elle est palpable. C'est très intéressant. J'adorais passer, vous allez me prendre pour un autiste, mais passer des après-midi dans les aéroports, voir les destinations et imaginer, et puis regarder en fait les gens. Et donc cette notion du voyage m'a ramené à une passion du travail d'équipe. Et en fait, là, j'ai retrouvé peut-être ces cordes, ce fil rouge avec le SAMU, c'est le cockpit. C'est à la fois de la passion et c'est en même temps énormément de rigueur. Et c'est un travail d'équipe. Les 4 yeux, le fait qu'on fait beaucoup d'erreurs en tant qu'humain. Et donc, il faut faire confiance aussi. Il faut être conscient de ses erreurs. Et ça veut dire qu'il faut travailler en équipe pour qu'il y ait le regard de l'autre sans, si vous voulez, sans la problématique de l'ego. Le regard de l'autre qui dit là, non, tu t'es trompé. Et accepter l'erreur. Donc, je dirais que c'est une école magnifique pour être humble déjà et accepter, comprendre en fait qu'on a des failles et de pouvoir accepter le travail collaboratif et ce qu'on appelle le cadre. Donc le cockpit, c'est génial. Mais vous pilotez toujours ou c'est simulation ? Ah non, je pilote. Non, alors
J'essaye d'être régulier. Parce qu'il faut un certain nombre d'heures, je crois, sinon tout on à perd fait. son Ouais. brevet, c'est ça. Je pilote et puis je travaille beaucoup aussi sur les facteurs humains. C'est une des disciplines notamment de l'aviation. Hein. Les facteurs humains, c'est toutes les problématiques liées aux facteurs de santé, mais aussi à l'environnement, qui fait que vous allez avoir un comportement différent. Et c'est ce qu'on appelle aussi les erreurs de l'intelligence. Et ce comportement, eh bien, il va vous amener de plus en plus d'erreurs, d'anomalies. Et puis il y a un théorème qui est le théorème de Rayson, qui fait qu'à un moment donné, si tous les éléments sont alignés, eh bien vous allez dans un crash. Ça s'applique aussi dans l'entreprise. Ah oui, c'est... Le facteur humain, c'est voilà, vous n'êtes pas en forme, vous arrivez le matin, vous allez avoir une prise de décision qui sera pas la même. Qui sera pas la même. Ouais. Ça, dans un cockpit, c'est très dangereux. Bien sûr. Donc là, on prend en Il y a une compte. étude d'ailleurs qui vient de sortir, ça sur la route. Le nombre d'accidents de voiture augmente, le risque d'accident augmente quand la personne a vécu quelque chose de négatif. Il y a une étude qui vient de sortir là-dessus. C'est les facteurs humains. C'est les facteurs humains, ouais. Lorsque vous déménagez, lorsque vous vous mariez, eh bien, faut pas prendre. Parce que vous faites tout en même temps. Faut pas prendre la route. voler. Ouais, Faut c'est pas ça, voler. faut pas Parce que, voler. en fait, Faut pas voler, d'accord. ouais, faut pas voler. Alors, Laurent Permas, on finit avec votre livre que vous avez amené, que vous avez écrit, le Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. Vous pouvez le voilà. montrer à la caméra. Ça peut être un cadeau pour Noël, il est là, tiens, pour ceux qui n'ont pas fait leur cadeau encore. Il est disponible à la FNAC, par exemple. Vous pouvez, tout à fait. dans toutes En les librairies ligne, de quartier, absolument, en ligne. Absolument. C'est un manifeste. Alors, manifeste pourquoi ? Parce que c'est un mouvement Ouais. que l'on lance. C'est pour à la fois les entreprises, pour les salariés, pour les familles. C'est avec les dessins de Xavier Gors, qui est D'accord. génial avec les Ouais. petits pingouins. Ouais. Ça vous donne des témoignages et puis des solutions sur, justement, pour en parler en famille. Mais c'est pas du tout plombant. Hein, entre Non, guillemets. c'est Donc très sympa. Hein, ouais. Voilà, c'est Ouais, très c'est agréable. frais, c'est Et facile à lire. ça vous donne des éléments pour sentir en fait qu'il faut échanger en famille sur ces Pour en sujets, discuter. pour dire bah voilà comment je souhaite vieillir. Et il n'y a rien de grave, mais c'est plus grave si on n'en parle pas. Ouais. Donc c'est un casse-tabou. Et puis c'est une façon aussi pour les entreprises eh bien de travailler cet engagement RSE sur un sujet qui va être de plus en plus impactant. Au-delà, et toujours autour du logement et au-delà de l'accession à la propriété. Eh bien, merci infiniment, Laurent Permas. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Sofiap. Merci, Fabrice Coustet. Et puis, on vous souhaite de bonnes fêtes, surtout. Vous allez partir un petit peu en Bretagne, hein, c'est ça, vous nous Non, avez dit. à Rennes, oui, à les Rennes. huîtres, Saint-Malo, Cancale, Tout voilà. à fait, tout à fait. Il y a déjà le goût d'iode, là. Ouais, on y est. Bon, on va écouter votre deuxième choix musical. Juste après, il y aura Allo Radio Imo avec Arnaud Accard, le président d'Imo Direct, et Tanguy Dupont, le directeur du pôle habitat collectif d'Elio. Ils vont nous parler rénovation énergétique parce que Imo Direct met en place une aide pour les investisseurs, les propriétaires bailleurs. Voilà, on va les écouter dans quelques instants. Dernière musique, donc la bombe humaine, hein, c'est ça de téléphone. Absolument, c'est ma jeunesse, et puis j'adore Jean-Louis Aubert, Ouais. et je trouve que la bombe humaine, ça résume bien, on peut faire des choses extraordinaires sur Terre, comme des choses extrêmement graves. Eh bien, merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Fabrice Coustet pour cette dernière de l'année. Merci à Jason Pinero. On vous souhaite de très bonnes fêtes sur Radio Imo. À très vite. Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.